y a 2 semaines, je devais être là, un peu plus de 2 semaines, parce qu'à ce moment-là, il avait été décidé de tenir une réunion quintipartite ici à Goma, qui allait réunir, outre le président de la République du Congo, celui de l'Angola, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Les contacts avaient été pris, mais je vous épargne les détails. Il y a eu malheureusement beaucoup de petites tensions, on va dire, en plus du fait de la pandémie qui ont fait hésiter certains chefs d'État à venir sur place, parce que vous savez que les chefs d'État se déplacent avec de grandes délégations, et si lui, le chef de l'État, on peut le protéger, on peut prendre toutes les précautions autour de lui, mais son entourage ne prend pas les mêmes précautions et peut entrer en contact avec des personnes contaminées et revenir auprès du président et le contaminer à son tour. Donc il y en a qui ont exprimé leurs réserves quant à ce, et ça fait qu'on a dû rediscuter de la modalité de nous réunir, qui était acceptée par tous, hein, il faut le dire déjà, parce que j'ai entendu ici et là des spéculations en tout genre, mais tout le monde était d'accord. Et le Burundi manifestait une simple exception, c'était celle d'avoir d'abord un bilatéral avec la RDC avant de venir. Et c'est au cours de cette rencontre en bilatéral qu'il a été décidé évidemment que le Burundi se tienne de côté pendant que nous allons avoir cette visioconférence avec tous les autres homologues précités. Et c'est ainsi que cette conférence a pu avoir lieu hier. Je crois que le communiqué final, vous l'avez lu, il ne sert à rien de revenir là-dessus. Tout ce que je peux épingler ici, c'est que le problème sécuritaire a été au centre de nos discussions, bien sûr. Le problème économique aussi, des échanges entre nos pays, parce que c'est ce que j'ai toujours, depuis que je suis à la tête de la République démocratique du Congo, prôné et proposé à nos voisins, c'est-à-dire d'effacer un peu cette page noire de nos relations, de la tourner quasiment, et de parler d'autre chose plutôt que de tensions, de guerre, de haine. Donc parlons d'autre chose, et l'économie, les échanges économiques, surtout qu'on est voisins à vie, ça ne changera jamais, on est condamné à être voisins toute notre vie, toute la vie de cette terre. Nous ne bougerons jamais de nos positions, ces pays resteront voisins, donc il faut bien se tendre la main et l'amitié, et se proposer l'amitié et la fraternité plutôt que la haine. Et donc l'autre point évidemment c'était celui de la pandémie et des dégâts que celle-ci a causé, la Covid-19, sur toutes les économies du monde, et comment est-ce que nous pourrions éventuellement rebondir pour après. Et ça évidemment à la fin nous avons, je crois que vous l'avez lu dans le communiqué final, décidé de continuer à travailler via nos experts respectifs, qui sont supervisés par les ministres des Affaires étrangères respectifs aussi, et ensuite nous nous reverrons quand la situation le permettra pour prendre maintenant les grandes décisions, surtout au sujet de nos relations post-pandémie du Covid. Et donc avant-hier, j'avais également participé, le Congo, notre pays étant membre du bureau de l'Union africaine, à une réunion également concernant la même pandémie du coronavirus. Nous écoutions un rapport d'experts, du responsable de la CDC, le docteur John Kengasong, qui nous a fait un aperçu de la situation pandémique en Afrique et les besoins qui restent encore à obtenir.
Et on a aussi parlé de la réunion prochaine Afrique-Union européenne qui devrait se tenir normalement en Belgique dans un format réduit, c'est-à-dire les pays membres du bureau et élargi aux pays qui président les communautés économiques régionales. Là encore, il reste des choses à décider parce qu'à cause de la pandémie, il faudrait qu'on voit en fonction de l'évolution justement de celle-ci en Belgique, si le déplacement serait possible pour nos délégations. Sinon, nous allons nous réunir entre Africains d'abord pour affiner la position de notre continent et ensuite proposer aux Européens de conférer par visioconférence. Voilà. Mais cela dépendra évidemment, comme je l'ai dit, de la situation, du développement de la situation pandémique en Belgique. En dehors de cela, j'ai évidemment eu beaucoup d'entretiens avec des responsables de la société civile, toutes les forces vives effectivement de Goma et des environs. J'ai reçu les élus, tant nationaux que provinciaux, et ici je dois préciser que hier j'ai même reçu une délégation d'élus du Sud Kivu, de Bukavu, qui venait aussi à ma rencontre et avec qui nous avons très bien discuté. J'ai évidemment rencontré 3 gouverneurs, celui du Nord Kivu bien entendu, celui du Sud Kivu et également celui du Maniema. Donc vous comprenez que j'ai vraiment ressassé tous les coins et recoins, tous les problèmes de la région et je suis à même de dire aujourd'hui que j'ai compris beaucoup de choses. C'est ce qui d'ailleurs a conduit à la décision que je vais vous annoncer maintenant, c'est celle de revenir ici dans quelques semaines pour y résider pendant un bon bout de temps. Je ne sais pas lequel, mais ce sera en tout cas le temps qu'il faudra pour que la lueur d'espoir se transforme en réalité. Espoir, je veux dire, de paix, de stabilité et de reprise, de relance économique. Parce qu'il y a quelque chose vraiment que j'ai en admiration ici, malgré les souffrances, malgré les difficultés quotidiennes de ce peuple, de nos compatriotes d'ici, mais ils luttent de manière admirable pour vivre et ils réussissent à faire quand même reluire cette ville de Goma. Donc imaginez-vous un peu un contexte de paix totale, un contexte où tout le monde va à ses occupations de manière optimale. Comment est-ce que cette partie du pays pourrait être totalement transformée et booster, j'allais dire, l'économie nationale. Donc vraiment, c'est au-delà de cette considération un devoir de faire de cette crise qui sévit ici au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, c'est vraiment plus qu'un devoir d'éradiquer cette crise, de mettre nos populations en sécurité une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je serai là, avec vous, auprès de vous, et je vous recevrai au quotidien, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les forces vives, tout le monde, l'armée, surtout l'armée, parce que ce sera l'armée, notre instrument qui nous permettra d'imposer la paix et la sécurité, de protéger tous les territoires de l'étendue nationale. Donc nous serons ensemble engagés dans ce combat pour le retour à la paix. Voilà, je reviendrai donc dans quelques semaines pour cela. Et je peux vous dire que je compterai énormément sur vous
parce que j'ai compris beaucoup de choses à la crise qui sévit ici. Donc, il y a en fait plusieurs crises dans le phénomène de l'insécurité à l'Est. Ceux qui ne maîtrisent pas tellement la question cherchent souvent des prétextes ou des raisons ou des origines ailleurs, mais je crois que entre Congolais, entre nous, nous pourrions très bien nous comprendre et résoudre cette crise. Je veux être ce détonateur-là qui va amener cet élan de paix, et une paix que je veux durable. Alors, pour terminer, vous connaissez une des crises encore, je vous ai dit qu'il y a il y a plusieurs crises dans la crise, mais la crise de Minembwe en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici, ou du moins des conséquences jusqu'ici, parce que les élus du Nord Kivu m'en ont aussi parlé. Donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive, on va dire, et en tant que garant de la nation, de la paix et des droits et des libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Cette situation, je vais vous faire juste une petite historique de la question. Donc, c'est arrivé au moment où je me trouvais à l'extérieur, donc je n'avais pas été mis au courant de cela. Et donc je ne pouvais pas décider non plus de manière à brûle pour point comme ça, en tant que responsable, ce ne serait pas du tout sage. Donc je savais que j'avais prévu mon déplacement de Goma, et donc je me suis dit, une fois sur place, je prendrai la température réelle. Et aujourd'hui, je peux dire que cette température, je l'ai prise, et la décision que je vais vous annoncer, je la ferai, je la prendrai en âme et conscience, et en assumant toutes les responsabilités qui sont les miennes, parce que je crois qu'il est de mon devoir de m'impliquer, comme je vous l'ai dit. Et donc, en prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié à un bourgmestre que l'on installait, je vais dire de manière officielle cette fois, dans ses fonctions, sur un territoire dont les limitations sont contestées, et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là, parce que justement, c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est, que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques, et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs, et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand et il y a beaucoup d'autres ethnies et tribus. Et donc cette commission, elle sera composée d'experts scientifiques, des géographes, des juristes, il y en aura des démographes, enfin il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites, mais toujours en connaissant
connexion avec les autochtones, les peuples qui vivent là depuis longtemps. Donc, il faut qu'on aille dans un processus de délimitation des frontières ou des limites de ces territoires, villages, groupements, communes rurales. Ensuite, nous pourrions alors à ce moment-là décider ensemble. Et donc, pendant ce temps, je vais demander aux uns et aux autres, je lance vraiment un appel patriotique aux uns et aux autres, au calme. Il n'est pas, pour le moment en tout cas, question de s'affoler, parce que j'ai vu dans les réseaux et dans les renseignements que j'ai reçus des informations qui font peur et qui ressemblent vraiment à de la manipulation plus qu'à autre chose. On dirait qu'on veut exacerber les passions. On veut amener les gens à se dresser les uns contre les autres. On a même été jusqu'à insinuer qu'il y a une grande puissance de ce monde qui avait béni cette opération parce que son ambassadeur s'est trouvé sur place. J'ai moi-même rencontré cet ambassadeur et il m'a complètement rassuré et m'a dit qu'il ne comprenait pas, il était venu pour autre chose, il n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'on l'a mêlé à cela. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui a circulé, tout ce qui a été dit n'était que spéculation. Les peuples de cette partie du pays ne demandent qu'à vivre en paix et nous allons leur offrir cette paix. Je demande donc à tous les faiseurs d'opinion, à toutes les notabilités, de prêcher dans le sens de la paix et de l'union, de l'unité de ces communautés. Il n'est pas question de se débarrasser d'une communauté et d'en laisser d'autres. Il est ici question du vivre ensemble. Et ça, c'était possible à une certaine époque. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut plus l'être. Si ces communautés ont toujours vécu ensemble depuis une vie, eh bien, cela est possible à réaliser encore. Donc, je vais vraiment demander avec insistance, et peut-être je dirais même mise en garde, parce que je n'accepterai plus qu'on jette de l'huile sur le feu dans un dossier aussi épineux que celui-là. Voilà ce que je voulais vous annoncer en substance dans ma communication.